La commande publique, mais plus précisément des marchés de gré à gré. Notre invité Mamadou Labo Diallo, juriste et expert en commande publique, il est déjà dans ce studio. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Talibé Bari pour commencer. Depuis les affaires de la résidence des premiers ministres et justement de la rénovation des locaux du ministère des Télécommunications, il est beaucoup question du code des marchés publics, de ses articulations. Alors, d'entrée de jeu, quelles sont les places et l'intérêt des marchés publics dans la qualification de la gestion des deniers publics, puisque ce dont il est question, in fine, ce sont les deniers publics au regard de 6 milliards, de plus de 6 milliards annoncés au compte de la résidence du Premier ministre et de 105 milliards pour les locaux du ministère des Télécommunications. Donc, que prévoit la loi et quel est l'intérêt du Code des marchés publics dans ce genre de situation? Alors déjà, merci beaucoup. Je dois dire que c'est avec un immense plaisir que je suis tous ces événements. Parce que lorsque l'opinion publique d'une société s'intéresse justement à la gestion des deniers publics, cela prouve effectivement une certaine maturité démocratique et un certain engagement dans la préservation des ressources de tous. Alors, je voudrais me placer dans la peau de l'administrateur civil, du gestionnaire des deniers publics, pour, si vous voulez, démythifier quelque chose. Parce qu'en général, quand on est gestionnaire public, on se dit pourquoi toute cette batterie de règles qui encadrait la passation des marchés publics, c'est trop lourd, c'est trop bureaucratique, c'est extrêmement dangereux de raisonner comme ça. Ces règles sont mises en place pour une raison simple, c'est pour respecter l'égalité de tous les citoyens devant les ressources publiques, pour que vous, pour que moi, pour qu'un autre puisse effectivement avoir une liberté totale d'accès à la commande publique, donc aux ressources publiques. Si on ne respecte pas ces règles, la promesse d'une société démocratique ne sera pas réalisée dans notre pays. Donc c'est avec une immense satisfaction que je suis ces événements et l'intérêt que l'opinion publique accorde effectivement à ces questions de marché public. Parce que tenez-vous bien, selon les pays, c'est entre 12 et 15% la valeur des marchés publics par rapport au PIB. Donc si on prend 15% du PIB de la Guinée tous les ans qui sont investis dans les marchés publics, c'est beaucoup trop d'argent. C'est un puissant instrument de développement du pays et de redistribution des richesses entre toutes les composantes de la société. Le respect des règles de la passation des marchés publics a pour objectif, in fine, d'éviter la surconcentration des ressources entre quelques mains de personnes. Il faut donc respecter ces règles. Quand on est gestionnaire public, il faut se dire je respecte et je respecte rigoureusement ces règles. Maintenant, pour en revenir à la question de l'intérêt du respect des règles, notamment de l'appel d'offres, il faut savoir que si on ne respecte pas l'appel d'offres, on n'aura pas respecté la loi. Et c'est le code pénal qui est clair là-dessus, article 780. Quiconque, dans l'attribution des marchés publics, méconnaît les règles liées à la liberté d'accès, à l'égalité de traitement, à la transparence et à la concurrence, devra faire entre 1 et 5 ans d'emprisonnement. Donc il faut faire extrêmement attention et il faut que l'opinion publique effectivement se saisisse de ces questions-là. Bien. Parce que pas de respect des règles des marchés publics, pas de développement dans un pays. Tenez-vous bien. Bien. Oui, Lincoln. Alors, cela continue. relance aujourd'hui pratiquement du parler du rôle des règles des marchés publics dans l'atteinte d'objectifs économiques et sociaux pour une meilleure répartition des richesses du pays. dont vous avez même parlé tout à l'heure. Oui, en effet. Je vais donner un exemple. Dans le Code des marchés publics, il est clairement prévu, comme dans toutes les législations du monde, le principe d'allotissement des marchés publics. C'est-à-dire que quand vous devez construire un bâtiment, par exemple, il faut que vous procédiez à un allotissement pour que vous ayez plusieurs lots. L'objectif, c'est quoi? C'est pour permettre à plusieurs entreprises de travailler en même temps. Au lieu que tout le marché soit concentré entre les mains, il faut le scinder. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les corps de métier. La plomberie, l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, en bois, la menuiserie en métallique, diviser ça en plusieurs lots pour que lorsque le marché vaut par exemple 4 milliards, 5 milliards, qu'il y ait 5 entreprises guinéennes, des PME qui travaillent en même temps au lieu de donner ça à une seule personne parce que c'est l'argent de tous. C'est comme ça que la France fonctionne, c'est comme ça que le Maroc fonctionne, c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent et c'est la plus puissante économie du monde. Alors on ne peut pas réinventer la roue. Si on ne respecte pas ces règles-là, on n'ira nulle part. Et c'est le code, la législation guinéenne qui le prévoit. Mais allez fouiller, il y a depuis une dizaine d'années
parce que c'est depuis une dizaine d'années en fait que le véritable système des marchés publics a commencé à se mettre en place. On ne procède pas à l'allotissement des marchés. Les gestionnaires vous disent ah c'est trop compliqué, ah c'est trop lourd à gérer, mais c'est de votre responsabilité que de faire en sorte que les marchés publics atteignent leurs objectifs économiques et sociaux. Ce n'est pas qu'un instrument d'acquisition de biens et de services, c'est avant tout un instrument, un levier économique dans les mains du gouvernement. Et les opérationnels doivent en tenir compte lorsqu'effectivement ils gèrent les marchés publics. C'est-à-dire que dans un marché de construction, il doit y avoir justement une procédure qui permette que les travaux de maçonnerie aillent à une société, les travaux de plomberie aillent à une autre société, les travaux d'électricité, donc de sorte qu'il y ait, comme vous l'avez dit, plusieurs intervenants et ainsi une façon de répartir justement les richesses du pays. Les richesses du pays. Absolument, c'est ça le principe. Le marché global en fait c'est l'exception, mais en réalité on a renverser la pyramide depuis une dizaine d'années. C'est le marché global qui est la règle et l'allotissement l'exception, notamment en ce qui concerne les travaux. Or, les travaux emportent plus de 60 à 70% du volume des marchés publics en République de Guinée. Nous sommes un pays en chantier. Oui, Bassekou, pour continuer. Marché de gré à gré ou d'entente directe pour des travaux de rénovation, d'équipement sont en train d'être signés depuis l'avènement du CNRD. Dites-nous, est-ce que c'est une violation des procédures? Est-ce que tout ça c'est constitutif d'infraction? Et rappelez-nous les procédures de passation des marchés publics et leurs conditions d'utilisation. Alors justement, rappelons le principe. Le gré à gré, c'est une procédure légale, légalement consacrée donc. Mais attention, son usage, son utilisation peut être abusive. Et lorsque vous consultez les dossiers, vous en faites vraiment une véritable autopsie, vous pouvez vous rendre compte qu'attention, il y a un clignotant rouge qui s'allume. Le gré à gré, c'est une procédure exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'elle est restrictive de la concurrence. Parce qu'elle limite l'égalité des citoyens devant les ressources publiques. Donc on ne peut l'utiliser que à des conditions drastiquement limitées. Elles sont au nombre de 4. Et généralement, la seule qu'on invoque, c'est une. Et celle-ci, malheureusement, elle est très mal interprétée. Bien. Vous avez la première. Vous avez affaire à un opérateur qui est le seul sur le marché. Il a un monopole sur ce segment du marché. Vous n'avez pas le choix, il faut contractualiser avec lui. Segment dont vous avez besoin. Voilà, dont vous avez besoin. Ouais. Vous avez des équipements, par exemple, de Caterpillar. Donc, on va les terre à terre, français facile. Bon, si c'est par exemple mon entreprise qui fournit ce genre de support de téléphone, c'est seule mon entreprise fabrique ça en Guinée. Il se trouve que l'État a besoin de ça pour les mettre dans les bureaux. C'est moi seul qui le fabrique. En ce moment, il n'a pas le choix. Il m'adresse tout simplement. Attention. L'État n'a pas le droit de choisir une marque au détriment d'une autre. Bien. Mais lorsque, par exemple, préalablement, vous avez lancé un appel d'offres ouvert et que vous avez été obligé de sélectionner celui qui vous a proposé, par exemple, des ordinateurs Samsung. Parce que la concurrence, c'est lui qui l'a emporté. Ensuite, vous avez besoin de pièces de rechange de Samsung pour ces ordinateurs-là. Là, il est le seul concessionnaire sur le territoire guinéen ou dans le monde. Dans ce cas de figure, vous êtes obligé parce qu'il a un droit exclusif. Mais c'est une situation extrêmement rare déjà. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, vous avez recruté un autre entrepreneur de travaux, par exemple, en appel d'offres ouvert. Donc la concurrence, les principes ont été observés à la lettre. Ensuite, il commence les travaux. Quelques mois plus tard, il déguerpille, il quitte le chantier. Donc il est défaillant. Vous devez justement parer au plus pressé. Vous devez le faire remplacer par quelqu'un rapidement. Oui, en ce moment, c'est éligible au gré à gré. Bien. Et la troisième condition, c'est l'extrême urgence. L'extrême urgence, un pont s'est effondré par exemple, il faut tout de suite intervenir. Et la quatrième, et c'est celle-là qui est souvent invoquée et très mal invoquée parfois, c'est l'urgence impérieuse. On vient, on nous dit, il s'agit d'urgence, c'est urgent. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle urgence qui doit justifier le recours au gré à gré. C'est une urgence impérieuse et les juristes savent de quoi je parle. C'est quoi une urgence impérieuse? C'est-à-dire c'est découlant d'un cas de force majeure. C'est quoi un cas de force majeure? Deux conditions cumulatives. L'irrésistibilité et l'imprévisibilité. Est-ce qu'on n'a pas vu venir le besoin? C'était imprévisible, ça nous est tombé dessus. Alors, lorsque le besoin nous est tombé dessus, on ne l'a pas vu venir. D'accord? Donc, M. Diallo, donc, si on vous suit, ça veut dire que... Culturel et autres. Et ce qui peut être différent, par exemple, d'une route, par exemple, qu'on voit se dégrader au fur et à mesure, alors qu'on pouvait... ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'urgence entretenue. Okay. Oui, effectivement, la puissance publique a l'obligation d'intervenir pour soulager les usagers. Mais ceux qui ont entretenu cette urgence-là, qui ont laissé pourrir la situation, ils doivent en payer le prix. Non, M. Diallo... Nécessairement. Et là, c'est ça le drame, en fait. Les agents publics sont dans les bureaux, ils laissent la situation pourrir, c'est comme la rentrée scolaire. On attend la veille de la rentrée scolaire, le gouvernement est vraiment entre le marteau et l'enclume, là.
Voilà. Alors, on attend que la situation pourrisse, on dit, tiens, c'est urgent, il faut qu'on ait un gré à gré. Oui, c'est urgent, l'urgence, mais elle a été créée. Ceux qui ont été à la base, qui ont manqué à leur obligation de planification et d'anticipation, nécessairement en vertu de la réglementation de notre pays en tant que société démocratique, ils doivent en payer le prix. Monsieur Diallo, mais sur la question... L'urgence impérieuse, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, l'urgence impérieuse nécessite 2 conditions. C'est l'imprévisibilité de la situation. À titre d'exemple, vous habitez une maison, vous êtes un agent de l'État, et puis il y a une catastrophe. On n'a pas prévu ça arriver, la maison s'est effondrée, d'accord? Mais lorsque la maison s'est effondrée, l'irrésistibilité de la situation, c'est quoi? Est-ce que vous n'avez pas une autre solution pour vous loger à moindre coût en attendant qu'on reconstruise la maison? Si on a cette solution et que cela représente le moindre coût, on vous loge quelque part en location par exemple, le temps qu'on lance un appel d'offres et qu'on reconstruise la maison. Donc si les 2 conditions ne sont pas réunies, l'entente directe n'est pas justifiée. L'imprévisibilité de la situation, on n'a pas vu la route se dégrader, c'est arrivé subitement. Ensuite, quand c'est arrivé, on n'a pas une solution alternative. Le cas d'un pont par exemple, quand le pont qui relie par exemple, le seul axe qui relie 2 territoires, il s'effondre, c'est imprévisible. Mais en même temps, c'est irrésistible parce qu'on n'a pas un autre pont. Un exemple pratique, quand on prend le siège des télécoms là, quelle urgence il y a, d'autant plus que les travailleurs sont déjà dans un bureau. L'entreprise, donc le ministre lui-même est dans un bureau actuellement. Il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de catastrophe. Et la société a un conseil d'administration. Et donc, la seule justification, il dit seulement oui, l'entreprise est prête à mettre de l'argent. Est-ce que ça suffit pour ce cas d'exemple? Alors, déjà, je vais vous vous laisser faire... Ça, c'est la question du préfinancement. Oui, en effet. Attention, le préfinancement ne justifie pas le recours au gré à gré. C'est absolument exclu. Vous lancez un appel d'offres et vous dites, nous avons besoin d'un entrepreneur qui procède au préfinancement. D'ailleurs, le préfinancement, c'est la règle en matière de marché public. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire autre chose. La règle, c'est le préfinancement. Le droit budgétaire est clair. L'État paye le service fait. Et qui dit service fait, tu as préfinancé le service, ensuite on te paye. L'exception maintenant, on te donne des acomptes, ou enfin des acomptes oui, ou des avances. Ça, c'est une exception. Alors, je laisserai à chacun le soin de faire son propre syllogisme. On a exposé les principes. Chacun connaît ce dossier. Qu'il fasse effectivement le jeu du juge. La conclusion est que le marché de gré à gré des télécoms ne tient pas la route alors. Oui, Emmanuel là-dessus. Justement, ma question c'était justement par rapport au marché des télécoms. Par exemple, ce marché n'était pas prévu dans le budget de l'État. Donc l'État n'avait pas dégagé de lignes pour cela. Et le ministre donc n'avait pas planifié, parce qu'il a parlé du mot planification. Oui, n'avait pas planifié. Et le ministre dit que lui, il a trouvé quelqu'un qui peut faire le travail. Alors que ce n'est pas prévu dans le budget de l'État en tant que tel, donc il prend sur lui la responsabilité d'endetter l'État. Dans quelle catégorie peut-on... La seule autorité habilitée à décider de l'endettement de l'État, c'est le ministre de l'économie et des finances, vous le savez bien. Tant que le ministre de l'économie et des finances n'appose pas sa signature sur un projet d'endettement, ce n'est pas légal. Toujours est-il que le préfinancement n'est pas un motif justifiant l'attribution discrétionnaire des marchés publics. Bien. Ça, il faut qu'on soit clair. Parmi les critères d'attribution, il y a la capacité financière. Effectivement. Oui, alors, ces marchés de gré à gré réalisés à coût de plusieurs milliards de francs guinéens aujourd'hui, est-ce que ce sont des marchés qui sont constitutifs d'infractions au regard de la loi si les procédures et tout ça ne sont pas respectées? Alors, j'ai rappelé quand même un principe pénal, du droit pénal, article 780. Je me veux être très précis pour que l'on procède à la vérification. La méconnaissance des principes encadrant la passation des marchés publics est passible effectivement d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. C'est le principe de la transparence, de l'égalité de traitement, de la liberté d'accès. Et qui dit liberté d'accès dit ouverture à tout le monde. Mais lorsque vous limitez à 3, vous limitez à 5, abusivement et arbitrairement, vous méconnaissez justement le principe de la liberté d'accès à la commande publique. Voilà. Donc ensuite, il faut examiner les dossiers au cas par cas. Éplucher le dossier, en faire effectivement l'examen des motifs. Monsieur Diallo, quelle est la proportion des marchés de gré à gré dans la passation des marchés en Guinée? Est-ce qu'il y a des statistiques? Vous avez une idée sur une période donnée, en tout cas pour aider à mieux comprendre l'ampleur du phénomène?
exemple? Est-ce que vous avez des stats, des infos là-dessus? Alors, j'ai entendu un autre argument aussi que je souhaiterais vraiment... Déconstruire. Alors, si vous Allez-y, passez allez-y. l'expression. En une minute. Effectivement. En une minute. Le fait de dire les grilles à gré sont plafonnés jusqu'à 10%, donc on peut aller jusqu'à 10% du budget de l'autorité concernée. Non, il ne faut pas dire ça, c'est extrêmement dangereux. Ce plafond a été mis en place pour effectivement limiter autant que faire se peut le recours au gré à gré. Atteindre ces 10%-là, ces 10%-là constituent une contre-performance dans la passation des marchés. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, pour avoir les statistiques réelles, il va falloir que l'on nous mette en place une base de données électronique accessible à tous les citoyens et partout dans le monde pour qu'on sache effectivement quelle est la proportion du gré à gré, de l'appel d'offres ouvert, de l'appel d'offres restreint. Parce que voilà aussi une procédure où effectivement il y a beaucoup d'abus. Les gens l'appel d'offres restreint. On utilise le motif de l'urgence pour justifier l'appel d'offres restreint, alors que c'est totalement contraire à la loi. L'appel d'offres restreint, c'est lorsque le nombre de prestataires est limitativement connu. La téléphonie, par exemple. Ils sont limitativement connus en Guinée parce qu'ils sont les seuls à avoir la licence. Quand vous avez besoin de leur service, il faut justement les consulter pour éviter des dépenses de procédure. Il est restreint parce qu'ils sont connus et il faut publier. Il faut publier. Donc il faut que les gens respectent les obligations de transparence des procédures. Ça passe par la publicité excessive, si vous me passez l'expression. Et vous avez des agents de l'État, hélas, qui vous disent, tiens, on a attribué le marché, il est à 5 milliards. Ils ont l'obligation de publier l'avis d'attribution provisoire du marché. Ils vous disent, on ne publie pas. Pourquoi on ne publie pas? Parce que l'opinion ne comprendrait pas le montant, ils ne connaissent pas trop le dossier, donc on ne va pas les informer. Si on publie 5 milliards, les gens vont croire que c'est trop. Mais ce n'est pas votre argent que vous gérez. Publiez parce que la loi en fait une obligation. Ça, c'est une question fondamentale. Les gens doivent respecter leur obligation de publication de toutes les phases, de toutes les étapes de la procédure de passation des marchés publics. Et le ministre des Télécoms m'a dit, si je fais venir une entreprise qui a l'argent pour faire un travail qui n'est pas planifié, il est où ton problème? Le problème, c'est que, c'est une exécution extra-budgétaire. Le deuxième problème, c'est un abus parce qu'on aura favorisé, c'est donc un abus de favoritisme, un délit de favoritisme, on aura favorisé une entreprise au détriment d'autres entreprises guinéennes qui, elles aussi, sont censées payer leur contribution fiscale à la société guinéenne. Bien. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Et voilà donc la couleur de mon problème, monsieur le ministre. Et je rappelle que monsieur Diallo, il y a quelques mois, a organisé un atelier sur la commande publique au bénéfice des acteurs de la chaîne des marchés publics en Guinée. On en fera autant aussi pour les hommes de médias, si toutefois on en a la possibilité. C'est impérieux. Et c'est bon pour la compréhension de tous. Merci à toute l'équipe, merci ici et derrière la baie vitrée. Demain samedi, Mirador Mix et le lundi, Aboubacar Diallo sera de retour pour continuer l'aventure.